Alors bonjour et bienvenue à tous donc pour cette table ronde autour de la question de la potentielle, future ou possible crise financière. Alors je vais rapidement quand même donner un peu de contexte. C'est vrai qu'on est... en fait, il n'y a rien de plus courant que, notamment dans le journalisme économique, de prévoir des crises financières ou des crises économiques qui souvent n'ont pas lieu, mais qui parfois ont lieu. Donc évidemment, on a, nous, cette tendance à toujours un peu s'assurer, d'assurer nos arrières en prévoyant le pire. J'ai moi-même écrit un article sur le sujet fin décembre, au moment de la dernière faiblesse des marchés financiers. Et finalement, ce qu'on voit, nous, depuis 10 ans, c'est que la crise financière, elle n'arrive pas, mais on n'a jamais été autant sûr, en tout cas, qu'elle est très proche, qu'elle est au coin de la rue, et tout le monde, ou quasiment tout le monde, si on exclut on va dire les autorités financières et politiques, semble quasiment convaincu qu'effectivement, on se dirige vers une crise qui pourrait être effectivement une crise financière. Alors, on va regarder avec nos intervenants les raisons de cette inquiétude qui ne se dément pas et qui, en fait, plus le temps arrive et plus cette certitude, effectivement, semble devoir se réaliser. Mais je voudrais simplement, effectivement, donner quelques éléments de contexte. Évidemment, des marchés financiers qui sont au plus haut depuis 10 ans, avec un sous-jacent économique qui, lui, est pas très vaillant, avec une productivité dont la croissance est toujours un peu plus faible, un secteur financier que l'on dit plus solide, mais on ne sait pas trop ce qui se passe en Chine, on ne sait pas trop ce qui se passe dans ce qu'on appelle le shadow banking, on y reviendra, et puis on a encore quelques géants financiers comme la Deutsche Bank qui donnent régulièrement des sueurs froides à tout le monde. Et puis évidemment cette question de la dette publique, privée, qui reste très importante avec ce qu'on appelle le deleveraging, le désendettement, qui finalement, après la crise de 2008, a été assez limité. Donc on va regarder ensemble avec donc, nos cinq invités si effectivement on doit craindre une crise financière, plutôt craindre une crise économique, ou plutôt craindre une crise climatique, et quels vont être finalement les déclencheurs de cette crise, les déclencheurs possibles en tout cas de cette crise, ou si finalement, et peut-être qu'on en viendra à cette conclusion, enfin ça m'étonnerait mais on ne sait jamais, on est un peu encore effrayé par le choc qu'a constitué la crise de 2008 et qui nous fait voir finalement des risques de crise financière un peu partout. Mais en attendant, pour ça, il faut effectivement se plonger dans la réalité de ce qu'est aujourd'hui, de ce que sont aujourd'hui les marchés financiers et de leur rapport avec à la fois l'économie réelle et les grands enjeux qui sont ceux de l'économie d'aujourd'hui, qui sont les enjeux sociaux et environnementaux. Alors, on a donc 5 invités pour regarder ça tous ensemble aujourd'hui. Je vais les présenter au fur et à mesure, parce que je pense que ce sera plus intéressant. Et on va commencer tout de suite par le premier d'entre eux. Donc André Cartapanis, vous êtes professeur à Sciences Po à Aix-en-Provence. Et vous allez donc nous, justement, essayer de regarder un petit peu quels sont les éléments qui plaident en faveur de ce risque de crise financière. Bien, merci beaucoup. Alors, c'est une question qui est posée notamment depuis qu'on a commémoré les 10 ans de Lehman Brothers, il y a quelques mois. Est-ce qu'on peut voir apparaître une crise financière dans les mois qui viennent? Et on observe qu'il y a finalement des réponses assez contradictoires qui sont aujourd'hui exprimées par les spécialistes de ces questions. Et on peut opposer les pessimistes et les optimistes. Les pessimistes nous disent que les fragilités financières sont aujourd'hui considérables, en particulier en regardant ce qu'a été l'évolution des niveaux d'endettement à l'échelle mondiale,
puisque après la crise du surendettement de 2007-2008, on aurait pu penser qu'un processus de désendettement se serait mis en place. Or, pas du tout. Les niveaux d'endettement ont continué à augmenter considérablement, autant du côté des entreprises que du côté des ménages à l'échelle mondiale. Un chiffre, ou plutôt deux. En 2007, cela représentait 210% du PIB mondial. Aujourd'hui, 240% du PIB mondial. Et l'évolution est encore plus impressionnante dans le cas de la Chine. Donc, si l'endettement a continué d'augmenter et si les crises naissent le plus souvent d'un surendettement, alors il y a de quoi s'inquiéter. Deuxième source de fragilité qui est mise en avant par les pessimistes, c'est le fait que les politiques monétaires sont en train de s'inverser à un rythme différent, mais le processus de normalisation qui a été entamé aux États-Unis, qui donne naissance à une augmentation des taux directeurs, beaucoup moins des taux à moyen et long terme, peut avoir des conséquences sur la valeur du dollar, peut conforter ce que sont les charges de remboursement que doivent assumer notamment au plan macroéconomique nombre de pays émergents. Et on a déjà vu poindre un certain nombre de difficultés en 2018 du côté de l'Argentine, de la Turquie ou de l'Afrique du Sud. Un autre point aussi qui est mis en avant par les pessimistes, c'est le poids de l'endettement à risque du côté des entreprises aux États-Unis. En particulier, les émissions obligataires qui sont classées triple B, en fait, ont beaucoup augmenté. Et elles sont très proches, finalement, d'un investissement jugé très, très risqué. Et il y a aussi, du côté des banques chinoises, une très forte montée de l'endettement. Donc, là aussi, des sources d'inquiétude vis-à-vis de l'avenir. Enfin, dernier point, les risques peut-être d'un ajustement beaucoup plus violent que ce qu'on a pu observer sur les marchés actions aux États-Unis. Certes, il y a eu des corrections molles qui se sont manifestées pendant l'année 2018, mais pour beaucoup, les cours des actions aux États-Unis restent trop hauts par rapport à ce que peuvent exiger les fondamentaux. Mais au total, donc, pour les plus pessimistes, cela ne peut pas durer. Il y a un problème de soutenabilité de cette remontée de l'endettement à l'échelle mondiale. On ne sait pas définir quand les choses pourraient s'inverser. La finance, c'est aussi de la psychologie et des anticipations, mais les fragilités sont très élevées. Les plus optimistes ne partagent pas ce type de diagnostic, pour plusieurs raisons. Et on les trouve autant dans le monde académique que dans le monde également des policymakers, des banques centrales ou des superviseurs. D'abord en considérant que des progrès considérables ont été réalisés en matière de surveillance, en matière prudentielle, en augmentant tout un ensemble de contraintes qui pèsent sur la solvabilité, qui pèsent sur la liquidité des grandes banques à l'échelle globale. Deuxièmement, parce que les profits des entreprises restent élevés, notamment aux États-Unis, et justifient le fait que les cours des actions restent élevés. Quant à l'infléchissement des politiques monétaires, on vient d'apprendre depuis quelques jours que les États-Unis souhaitaient réaliser une sorte de halte dans la remontée des taux. Et donc, il y a en quelque sorte une prise en compte des fragilités qui peut rendre plus optimiste. Enfin, pour se résumer, les pays développés, les banques centrales, les superviseurs, les États auraient beaucoup appris de ce qui s'est passé au moment de la crise de 2008-2009, et donc nous serions capables, si se déclenchaient des accidents, de pouvoir mieux y répondre qu'on a pu le faire dans le passé. Alors, comment faire la part des choses entre les pessimistes et les optimistes? Le mieux est de regarder ce que sont les grands indicateurs que nous mettons en avant pour tenter d'anticiper la montée des risques de nature à pouvoir déboucher éventuellement sur une crise. Ces indicateurs sont nombreux, ils ont été notamment formalisés dans le bel ouvrage de Reinhard Terogov, ou bien la Banque des règlements internationaux nous donne très régulièrement des indicateurs. J'en citerai 3 ou 4. Premièrement, la dynamique du crédit
rapporté à la dynamique du PIB et donc rapporté à la croissance. Deuxièmement, le poids du service de la dette, en combinant à la fois les intérêts et l'amortissement de la dette rapporté au PIB. Également, ce qui se passe sur les marchés immobiliers, comment évolue la dynamique des prix dans le domaine de l'immobilier. Et puis on pourrait ajouter aussi certains indicateurs du prix des actions, notamment des indicateurs calculés par Shiller, ou bien les niveaux de déséquilibre globaux de balance des paiements. Si on regarde ces grands indicateurs, alors on est très très loin des niveaux de fragilité qui avaient été observés avant la crise de 2007-2008. En réalité, ces clignotants ne clignotent pas. Et on peut même utiliser d'autres indicateurs qui ont été proposés récemment par Borio à la Banque des règlements internationaux, avec cette notion de cycle financier qui combine plusieurs types de variables et qui, dans le passé, lorsqu'un pic était atteint, était fortement corrélé au déclenchement d'une crise économique, d'une récession. Eh bien, là encore, en regardant cet indicateur, dans le cas américain ou dans le cas britannique, eh bien, on est loin des pics qui avaient été observés avant le déclenchement de la crise de 2008. Donc, si l'on suit ce type de raisonnement, eh bien, on serait tenté d'apporter une réponse négative à la question qui a été posée. Mais, et il y a un gros mais, et pour les étudiants, il faut sortir le surligneur et surligner en rouge ou en vert le mais. Depuis quelques mois, un nouveau phénomène est en train de poindre, c'est un très fort ralentissement de la croissance économique. Ce ralentissement de la croissance économique donne même naissance, pour un certain nombre de commentateurs, et même dans les prévisions des grands organismes internationaux, à l'expression d'une crainte de récession. On le voit avec les projections du Fonds monétaire qui ont été présentées au mois de janvier. La Commission européenne également a dressé un bilan il y a quelques semaines beaucoup plus inquiétant s'agissant de l'Italie, qui est déjà en récession, même s'agissant de l'Allemagne. Et j'ai pour ma part des lectures qui me renvoient par exemple à un flash qui a été publié par mon ami Patrick Artus, ici présent, à propos de l'Allemagne, il y a de ça 2 jours. Et que nous dit Patrick? Perte de compétitivité, recul de profitabilité, progression très lente de l'investissement des entreprises, excès d'épargne, faible progression de la productivité, poids élevé de l'industrie, alors que mondialement, la demande pour les produits industriels s'affaiblit. Et dans les échos de ce matin, on a un petit graphique qui est très très inquiétant sur l'effondrement du commerce international depuis quelques semaines. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui, pour des raisons à la fois structurelles et pour des raisons conjoncturelles, laissent craindre un très fort ralentissement de l'activité économique. Les raisons structurelles ont été évoquées à nombre d'occasions, y compris par Philippe tout à l'heure. Problème de productivité, problème de vieillissement des populations, c'est la thématique de la stagnation séculaire, mais aussi des raisons conjoncturelles. Raisons conjoncturelles, le Brexit, la montée des populismes, la guerre commerciale. Et du coup, il est clair que cela change la réponse à apporter à la question de départ. Parce que si les divers indicateurs que j'ai évoqués tout à l'heure peuvent être jugés soutenables du point de vue de la sphère financière, alors les choses changent considérablement. Si la croissance ralentit et si, au pire, si on entre en récession, même si la récession est légère. Parce qu'alors toutes les faibles fragilités financières se renforcent dès lors que la croissance ralentit. C'est le cas pour la situation des banques, c'est le cas sur les marchés obligataires. J'ai évoqué les fameuses obligations d'entreprise américaines, notées BBB. Elles risquent de perdre, dès lors que les perspectives de croissance, cette notation. Donc une montée des primes de risque, éventuellement une remontée des taux. Enfin, un certain nombre de difficultés peuvent apparaître dès lors que la croissance est en train de s'étioler et qu'on se dirige vers peut-être une récession. Parce que les divers indicateurs que j'ai évoqués tout à l'heure, les taux d'endettement ou bien l'évolution également de la charge de la dette, sont des indicateurs relatifs à la croissance. Ils sont rapportés au PIB,
ou rapporté à la dynamique du PIB. Et dès lors que la croissance s'étiole, eh bien, les clignotants vont se mettre à clignoter beaucoup plus fortement que ce que l'on pouvait connaître jusqu'à présent, mettant en cause par conséquent la soutenabilité de la situation financière, indépendamment de fragilités propres à la finance, mais à cause d'un renversement dans la conjoncture, d'où la réponse que j'apporterai pour ma part à la question qui a été posée. Oui, il y a un risque de déclenchement d'une crise financière, mais cette crise financière pourrait alors prendre sa source dans la sphère réelle et non pas dans la sphère financière de l'économie. Merci beaucoup pour cette présentation assez complète de la situation. Alors, vous l'avez dit, si le risque de récession se matérialise, ou en tout cas de ralentissement se matérialise, une des questions centrales, ce sera celle de la solidité du système financier, et notamment du système bancaire. Gisabelle Couppé-Soubeyran, vous êtes donc professeure à l'Université Paris 1 et au CEPI, vous travaillez au CEPI, et vous êtes une des spécialistes évidemment du secteur bancaire en France, et justement vous êtes interrogée sur la question de ce risque systémique qui avait été central dans la crise de 2007-2008, et qui aujourd'hui, pour beaucoup, semble réglé, mais je crois que ça n'est pas tout à fait votre point de vue. Merci, bonjour à toutes et à tous. J'insiste sur le tout, parce qu'il n'y a pas beaucoup de toutes dans cette tribune. Bon. Après, elles ont toutes dit non, me dit-on. Alors, juste aussi, je suis très en phase en fait avec ce qui vient d'être dit par André Kartapanis. Et ce qui est assez drôle au fond, c'est que quand j'ai noté tous les arguments, je suis d'accord avec tous les arguments des pessimistes et je suis en désaccord à peu près avec tous les arguments des optimistes. Donc, ça va vous amener à me classer très facilement parmi les pessimistes. Alors, cela étant, quand j'ai essayé de préparer 2-3 choses sur le sujet, je me suis dit, il y a deux façons d'appréhender cette question. Quand on se pose la question de savoir s'il faut craindre le retour des crises financières, il y a deux façons d'interpréter cette question. La première façon, c'est de la prendre de manière générale. Est-ce que, de manière générale, il faut craindre les crises financières? Et je pense que la réponse à cette question est clairement oui. Parce qu'en fait, c'est la seule manière d'être prudent en matière de prévention, si vous voulez, des crises financières. Si l'on n'a pas peur des crises financières, eh bien, on ne met rien en place, en fait, pour les prévenir. Si on n'a pas peur, que fait-on? Eh bien, on se dit qu'on arrivera assez facilement à nettoyer les dégâts après coup. Donc, si on n'a pas peur, on laisse se dérouler le cycle financier, on le laisse totalement déborder le cycle des affaires, et on est à la merci de points de retournement violents que sont les crises financières, avec des conséquences économiques et sociales qui sont assez dramatiques. Donc, si je prends la question de cette manière-là, je réponds vraiment sans aucune hésitation, oui, il faut craindre ces crises pour pouvoir mettre en place les dispositifs de prévention dont on a besoin. Et puis, il y a une autre façon, bien sûr, d'appréhender cette question de manière un peu plus circonstancielle. Est-ce que la prochaine crise est au coin de la rue, comme disait Romaric tout à l'heure? Est-ce qu'on est à l'aube d'une prochaine crise financière? Et là, évidemment, la réponse est beaucoup plus difficile. Nous ne sommes pas des devins. Ce que nous pouvons faire, effectivement, c'est repérer les fragilités et puis nous servir des indicateurs qui ont progressé en la matière. Alors, il me semble qu'une des façons un peu rigoureuses de répondre à cette question, c'est d'essayer de voir, à partir des données disponibles, à partir des indicateurs disponibles, si le risque systémique, c'est-à-dire le risque de crise systémique, a baissé depuis 2007-2008. Alors ça implique de regarder 3 choses. Ça implique d'abord de regarder si le nombre de contributeurs au risque systémique, ce que l'on appelle les institutions systémiques, ont baissé. Est-ce que leur nombre a baissé? Est-ce que leur poids a baissé au sein du système financier? Ça, c'est un premier aspect de la question. La deuxième question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les interconnexions entre ces acteurs systémiques et puis entre eux et les autres acteurs du système financier
ont diminué, puisque ces interconnexions, ce sont bien sûr autant de vecteurs de contagion des difficultés. Donc il faut également pouvoir répondre à cette question. Et puis la troisième question, c'est la question de savoir si le cycle financier s'est véritablement replié, ou à tout le moins, où en est-on de ce cycle financier, où est-on positionné dans ce cycle financier? Est-ce qu'on est proche du point de retournement ou est-ce qu'on en est un peu loin? Alors, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais aller un peu vite sur chacune des trois questions, mais j'aimerais bien vous apporter un élément de réponse sur chacune de ces trois questions. Est-ce que le nombre et le poids des établissements systémiques a baissé? Alors, on avait consacré une lettre du CEPI à cette question-là en septembre dernier, pour les 10 ans de la faillite de Lehman Brothers. Donc, on est allé éplucher un peu les rapports annuels des banques systémiques qui sont listées par le Financial Stability Board depuis 2011. Et si on fait ça, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, ce qu'on voit, c'est que, globalement, au niveau mondial, le nombre et le poids des banques systémiques listées par le Financial Stability Board n'ont pas baissé. D'accord? Donc au niveau mondial, je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais on avait 46 900 milliards, d'accord, d'actifs gérés par ces banques systémiques. Leur bilan pesait ça, 46 900 milliards, c'est gros. En 2011, eh bien, c'est encore plus gros. En 2017, c'est 51 700 milliards, d'accord, d'actifs gérés par ces banques systémiques. Alors, globalement, donc non au niveau mondial. Après, c'est vrai que c'est un peu plus contrasté, si vous voulez, si on regarde si on regarde zone par zone. Donc, notamment, eh bien, si on regarde la zone euro, il est vrai que le poids et le nombre de banques systémiques au sein de la zone euro a un peu baissé. Je vous renvoie à cette lettre pour regarder les chiffres de plus près. En revanche, si vous regardez les États-Unis, eh bien, aux États-Unis, ça n'a pas baissé, ça a légèrement augmenté. Et en Chine, ça a littéralement explosé. Donc le nombre et surtout le poids, si vous voulez, de ces banques systémiques en Chine a littéralement explosé. Il y avait 1900 milliards d'actifs de banques systémiques en 2011. Eh bien, on en est à 11 900 milliards. Donc, c'est extrêmement gros. Donc, vous voyez, la réponse à cette première question peut rendre un peu pessimiste. D'accord ? A de quoi rendre un peu pessimiste. Ensuite, est-ce que les interconnexions entre ces acteurs ont baissé? Alors là, on peut être un tout petit peu plus optimiste parce que c'est plutôt oui. Il est vrai que les interconnexions ont un peu baissé entre les acteurs, notamment ces interconnexions ont baissé entre les banques sur les marchés interbancaires. Et d'après les mesures de ce comité qui fait beaucoup en matière de repérage des fragilités financières, le Financial Stability Board que j'ai déjà mentionné, eh bien, ce sont aussi les interconnexions entre les banques et les autres intermédiaires financiers qui ont diminué. Elles ont, d'après leurs indicateurs, diminué d'environ un quart. Donc ce n'est pas rien. Et puis ce qui a baissé aussi, de manière assez significative, ce sont les volumes d'opérations sur les marchés de produits dérivés, qui sont, vous savez, des marchés de transfert de risque. Et toutes les opérations qui sont nouées, tous les contrats qui sont conclus sur ces marchés sont autant, finalement, d'interconnexions entre les acteurs. Reste toutefois la question de savoir si cette baisse qu'on observe au niveau des interconnexions est une baisse structurelle, ou bien si c'est une baisse qui est liée à la politique monétaire de gestion de crise. Pourquoi? Parce que cette politique monétaire de gestion de crise ultra accommodante, elle s'est traduite par des taux maintenus au plancher, d'accord, et donc des taux extrêmement stables. Or, ce qui motive des opérations, notamment sur les marchés de produits dérivés, c'est plutôt, si vous voulez, la volonté de se couvrir contre des variations de taux d'intérêt. D'accord? Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est très lié à la politique monétaire, lorsque la politique monétaire va se normaliser, alors, comme l'a dit André, c'est vrai que là, en ce moment, on sent qu'il y a un ralentissement du rythme de la normalisation, mais si cette normalisation reprend, si les taux remontent et surtout si les taux s'écartent en fait entre les différentes régions du monde, eh bien, ces interconnexions, à n'en pas douter, repartiront à la hausse. Donc, ça, c'était le deuxième aspect. Est-ce que le cycle financier, j'ai encore 2 minutes, 1 minute, bon, est-ce que le cycle financier s'est replié? Bon, je suis d'accord avec André, c'est vrai que quand on regarde le cycle financier tel que le représente la Banque des règlements internationaux,
Hein, on voit bien, si vous voulez, que on a passé, en fait, donc, si vous partez du pic de 2007-2008, qui marque le point de retournement de cet ample cycle financier, eh bien, ça baisse assez violemment, on atteint un creux, et puis là, on est en train de remonter. Il faut voir à quelle vitesse on est en train de remonter. D'accord ? Et ce qui est également très, si vous voulez, quand même assez préoccupant en la matière, et ça, André l'a également souligné, c'est le poids de la dette. Normalement, une crise financière, ça se veut quelque chose de... en tout cas, c'est comme ça qu'on aime bien se la représenter. Si on interrogeait Philippe, il nous parlerait de destruction créatrice. Il verrait les crises comme des moments de destruction créatrice. Alors, on aime bien voir les crises financières comme des moments assainissants. En fait, celle-ci n'a pas du tout été assainissante, puisque les montants de dette se sont accrus. D'accord ? Et là, je ne suis pas en train de vous parler, en fait, si vous voulez, je ne suis pas en train de vous parler de la dette publique. Bien sûr qu'elle s'est accrue, la dette publique, mais ça, c'est la conséquence, d'accord, de la crise, hein, relativement au PIB. Je suis en train de vous parler surtout de la dette privée. D'accord ? L'endettement privé excessif, c'est un des facteurs à l'origine de cette crise, et rien n'est venu corriger cela. Il y a toujours, si vous voulez, quand même une schizophrénie ambiante, hein, en matière de dette, où on continue d'encourager l'augmentation de la dette privée. On ne revient pas du tout, par exemple, sur la déductibilité des intérêts d'emprunt. En Europe, qu'est-ce qu'on fait ? On met en pause les réformes bancaires et financières, mais en revanche, l'union des marchés de capitaux, ça, on accélère et on réintroduit, hein, les ingrédients de la précédente crise, puisque qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on facilite l'accès à la dette des entreprises, et puis si ça ne marche pas trop, l'endettement sur les marchés des entreprises, eh bien, on pense qu'on va pouvoir titriser, hein, les crédits qui leur sont accordés. Donc, bref, on continue, si vous voulez, d'encourager la dette privée, alors que c'est un facteur important de crise financière. Et en revanche, on est arc-bouté sur la dette publique en y voyant systématiquement un problème. Et puis, petite question subsidiaire. Est-ce qu'on s'est véritablement donné les moyens de réguler ce cycle financier ? Alors, je crois qu'Olivier Garnier va nous en parler. Et peut-être qu'Olivier fera partie des optimistes en la matière. Mais moi, quand je regarde ce qui s'est fait en matière de régulation du cycle financier, qu'a-t-on aujourd'hui en termes, pardonnez le jargon, mais en termes macro-prudentiels, d'accord, en termes de prévention, hein, du risque systémique, justement dans sa dimension temporelle. Qu'est-ce qu'on fait pour réguler le cycle financier ? On a 2 instruments qui ont été introduits depuis les accords de Bâle III, mais ce sont 2 mini-instruments. Hein, on a un petit coussin contracyclique, d'accord ? Donc c'est ça, en fait, c'est sur cela que l'on compte pour réguler ce cycle financier. C'est quoi ce petit coussin contracyclique ? C'est une exigence supplémentaire de fonds propres lorsque on repère qu'on est dans une phase d'emballement du crédit. Ça varie de combien à combien ? Ça varie de 0 à plus 2,5%. Qui l'a activé ? Personne, hormis la France, qui a signalé son intention d'utiliser cet instrument de temps en temps en décidant d'accroître l'exigence de fonds propres de 0,25%. D'accord ? Autant dire que c'est vraiment un effet de com'. Hein, c'est pas du tout, si vous voulez, une action macro-prudentielle en tant que telle. Et puis le deuxième petit instrument macro-prudentiel qui a été introduit dans Bâle III, c'est une surcharge systémique, mais ça, eh bien, certes, si vous voulez, ça vient contraindre un petit peu plus les acteurs qui contribuent au risque systémique, mais ça ne vient pas directement agir sur le cycle financier. Ça ne permet pas de faire une politique macro-prudentielle contracyclique. Donc, il me semble que, 1, le risque systémique n'a pas baissé, et 2, eh bien, nous n'avons pas mis en place la politique prudentielle permettant de réguler ce cycle financier et de prévenir efficacement le risque systémique. Merci beaucoup, je les appelle Coupet-Soubeyran pour cette plongée dans la réalité du risque financier. À vous écouter, on a un peu le sentiment qu'on n'a pas vraiment retenu les leçons justement de la crise de 2008. Patrick Artus, donc vous êtes économiste en chef à Natixis. Est-ce que c'est aussi votre vision ? Je voudrais dire que je suis en désaccord absolu avec tout ce qui vient d'être dit, mais je vais m'expliquer dans une seconde.
parce que je pense que ça révèle une incompréhension totale du rôle de la finance. Mais je vais commencer par répondre à la question qui m'est posée. C'est assez compliqué parce que, certes, la dette totale du monde a continué à augmenter, mais la dette totale n'a pas augmenté aux mêmes endroits où elle augmentait avant. Et en fait, essentiellement, la dette totale du monde aujourd'hui augmente à 2 endroits, qui sont la Chine et les dettes publiques de l'OCDE. Dans les émergents, on a une dette qui augmente, mais elle reste relativement faible. Et dans les pays de l'OCDE, les dettes privées ont diminué. Alors, à des rythmes divers, assez vite aux États-Unis, plus lentement en Europe, et pas au Japon. Et donc, probablement, le risque de dette s'est déplacé. Je crois qu'aujourd'hui, les 2 surveillances essentielles, c'est effectivement les dettes publiques OCDE et la Chine. Alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter de cela ? La Chine, c'est un cas très, très intéressant, parce que vous avez un pays qui épargne énormément et où il y a des contrôles sur les sorties de capitaux. Donc, l'épargne des Chinois est forcément prêtée à d'autres Chinois. Donc, forcément, il y a beaucoup de dettes, puisque un Chinois qui épargne ne peut pas prêter à un emprunteur dans le reste du monde. Et comme il y a beaucoup d'épargne qui est forcément prêtée à d'autres emprunteurs du pays, on a un danger qui est que ceux-ci poussent à réaliser des investissements inefficaces. Donc effectivement, en Chine, vous avez à la fois la montée très rapide de la dette, la dette totale fait presque 260% du PIB, et la montée en parallèle d'une partie du capital qui est inefficace. C'est de l'immobilier qui est vide, enfin, c'est des infrastructures qui ne servent pas à grand-chose, c'est des investissements dans des entreprises pas performantes, et soutien d'entreprises, on parle des zombie companies, des entreprises qui devraient avoir disparu, qui sont soutenues par le crédit. Donc il y a un danger. Donc, quand vous avez à la fois du capital inefficace et de la dette, forcément c'est dangereux. Alors est-ce que cette crise de la dette chinoise va apparaître un jour ? C'est pas certain non plus. Il faut se rappeler que cette dette est essentiellement faite par des banques d'État, qu'il y a une épargne des Chinois colossale, donc on peut recapitaliser les banques en prenant l'épargne des Chinois, que tout ça est très contrôlé, que le shadow banking chinois qui était très gros est en train d'être... Shadow banking, c'est tout le financement qui est fait par des intermédiaires financiers qui ne sont pas des banques, est en train d'être vraiment serré et comprimé de plus en plus, et qu'on a un retour du financement vers les grandes banques d'État. Donc c'est dangereux dans le principe. C'est pas tout à fait clair que dans la réalité, ça va se révéler dangereux, parce qu'on est dans un pays, à nouveau, qui a cette énorme réserve d'épargne qui permet de refinancer à peu près sans limite le secteur bancaire. La question des dettes publiques de l'OCDE. Évidemment, vous avez peut-être vu, il y a un papier qui a fait pas mal parler de lui il y a assez peu de temps, d'Olivier Blanchard, qui dit les dettes publiques de l'OCDE, dédramatisées totalement, c'est pas dangereux parce que les taux d'intérêt sont extrêmement bas. Et donc effectivement aujourd'hui, les taux d'intérêt de l'OCDE sont beaucoup plus bas que les taux de croissance de l'OCDE. Quand les taux d'intérêt sont plus bas que les taux de croissance, on peut avoir des taux d'endettement extraordinairement élevés parce que les revenus augmentent plus vite que la dette, pour faire simple. Donc le problème des dettes publiques de l'OCDE, finalement, c'est de savoir si on va rester en permanence dans ce régime où les taux d'intérêt sont plus bas que les taux de croissance. La question, évidemment, est celle essentiellement de l'inflation. Si l'inflation revenait, les banques centrales, normalement, devraient monter très fortement les taux d'intérêt, les repasser au-dessus des taux de croissance, et à ce moment-là, on aurait un problème de dette dans l'OCDE. Et donc, on pousse d'un point plus loin. Qu'est-ce qui peut faire revenir à l'inflation ? Essentiellement, on voit que la question devient celle des marchés du travail. Depuis 20 ans, les marchés du travail ne génèrent plus d'inflation parce que le pouvoir de négociation des salariés a beaucoup baissé. Les salaires, la part des salaires dans le PIB a diminué dans la grande majorité des pays. Donc, il n'y a plus d'inflation. Donc, les banques centrales maintiennent des taux d'intérêt très bas. Donc, ce n'est pas dangereux d'avoir de la dette. Voyons, en gros. Est-ce qu'on peut faire le pari que jamais plus les marchés du travail n'amèneront de l'inflation ? Je pense que c'est un pari un peu dangereux. Et donc Olivier Blanchard, à mon avis, s'arrête un peu tôt dans l'analyse en disant « Allez-y, faites de la dette publique parce que les taux d'intérêt bas le valident ».
Imaginez qu'aux prochaines élections présidentielles aux États-Unis, un démocrate ou une démocrate de gauche soit élu. Certainement, les règles du marché du travail changeront. Certainement, le salaire minimum sera fortement augmenté. D'ailleurs, tout ça serait une bonne nouvelle et une bonne politique. Mais il y aurait de l'inflation et très probablement, la Réserve fédérale monterait fortement ses taux d'intérêt et on rendrait inacceptables les niveaux de dette en dollars partout dans le monde. Donc j'ai un peu de mal avec l'argument de Blanchard, qui consiste à dire « pouvez y aller avec les dettes publiques » parce qu'on est définitivement dans un monde de taux d'intérêt bas. Alors, juste un tout petite parenthèse là-dessus, avant que je m'adresse à ma voisine, que j'ai agressée violemment, mais c'est parce que c'est un jeu entre nous que nous avons l'habitude depuis maintenant 6 siècles. La note de bas de page est la suivante. Aujourd'hui, probablement, on serait mieux dans la zone euro si les taux d'intérêt étaient un peu plus hauts et les déficits publics un peu plus élevés. On a un problème, on a trop d'épargne. Les taux d'intérêt bas n'arrivent pas à rééquilibrer l'épargne et l'investissement. Si on faisait des investissements publics avec des déficits publics plus élevés, on réduirait cet excès d'épargne plus efficacement. Mais donc, je reviens à ma question d'avant. Est-ce qu'on pense qu'on peut faire ça? Et à nouveau, la question est qu'on pense que définitivement, le marché du travail fonctionnera d'une manière qui empêche le retour de l'inflation? Point d'interrogation. Alors, j'en viens à mon point de débat avec Isabelle, qui est le suivant. C'est assez facile, finalement, de ne plus avoir de crise financière. Il suffit de ne plus avoir de finances. Donc, si vous avez... parce que j'écoute les arguments de Isabelle. Donc, il ne faut pas de banque systémique. Donc, il faut avoir que des toutes petites banques régionales. 2, il faut désinterconnecter les institutions financières. Donc, surtout, il ne faut pas avoir de flux transfrontières, il ne faut pas que les banques se prêtent entre elles, etc. Il ne faut pas de titrisation. Mais enfin, tout ça est d'une inefficacité absolue. On a besoin de grandes banques. Regardez, en Europe, on n'arrête pas de nous dire qu'il faut des banques pan-européennes qui transporteraient l'épargne d'un pays à l'autre, alors qu'aujourd'hui, les secteurs bancaires sont totalement nationaux, cloisonnés. Une banque pan-européenne, elle va être gigantesque, c'est tout à fait clair. Mais si on veut avoir un secteur bancaire de l'Europe, et pas simplement des banques locales en Europe, il faudra accepter qu'il y ait de très très grandes banques. Aujourd'hui en Europe, les banques ne se prêtent plus du tout entre elles. D'ailleurs, les créances transfrontières, plus généralement, ont beaucoup baissé. C'est totalement inefficace. S'il y a un investissement efficace au Portugal, il n'est plus financé par l'épargne des Allemands. Donc évidemment, il faut totalement rétablir les interconnexions et enlever les cloisonnements. Troisièmement, la titrisation, c'est une excellente technique. Ça permet aux banques d'enlever de leur bilan un certain nombre de créances à risque, de partager les risques sur un certain nombre d'investisseurs. La crise de 2007, ce n'est pas une crise de la titrisation, c'est une crise de l'escroquerie dans la titrisation, pour faire simple, etc., etc. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas tomber dans le piège qui consiste à dire il faut enlever tout ce qui rend la finance efficace pour ne plus avoir de crise. À quoi est-ce qu'on est confronté aujourd'hui ? On a des ménages partout dans l'OCDE qui veulent de plus en plus une épargne à court terme et sans risque. Et on a des projets d'investissement qui sont de plus en plus à long terme et risqués. C'est le digital, c'est l'intelligence artificielle, c'est le vert, les projets climatiques. C'est des investissements très longs, risqués, avec des rentabilités incertaines. Donc il faut transformer de l'épargne courte et sans risque en investissement long, risqué. Honnêtement, il n'y a qu'une façon de faire ça, c'est l'intermédiation financière. Il y a une technologie américaine qui fait faire ça sur les marchés. Donc, on prête, les empruntes, les investisseurs émettent des obligations qui sont achetées par des investisseurs. En Europe, ce n'est pas la technologie que les Européens aiment, parce que les ménages européens n'aiment pas porter le risque de marché. Donc, la technologie qui est utilisée, c'est des banques, ou en Chine, c'est pareil, qui collectent des dépôts et qui ensuite font des prêts risqués. Il faut permettre aux banques de collecter de l'argent court et sans risque et de faire des financements longs et risqués. Et on a tellement affaibli le système bancaire européen en particulier qu'elles ne peuvent plus le faire. Quand vous demandez aux banques de porter des réserves de liquidités, de titres sans risque, d'avoir des fonds propres énormes, de résister à tous les chocs, les banques ne peuvent plus faire ce métier de transporter l'épargne sans risque et courte en investissement long et risqué. Donc on est en train de tuer l'intermédiation financière version européenne. Alors évidemment, il y a ceux qui disent très bien, admettons que c'est trop dangereux de faire ça par les banques, on va le faire sur les marchés.
Donc on va, effectivement, c'est un point avec lequel je suis d'accord avec toi, hein, on va désintermédier le financement. Alors il est toujours intermédié, mais c'est les marchés financiers. Moi, je pense que c'est une très mauvaise idée. Les marchés financiers, c'est beaucoup plus volatile que les banques. Les entreprises américaines, de temps en temps, ne peuvent absolument plus se financer parce que les marchés sont fermés. Hein, c'est des choses qui n'arrivent pas avec les banques européennes. Donc je pense qu'il faut rester avec un financement bancaire essentiellement en Europe, mais qu'il faut permettre aux banques de faire leur métier. Et évidemment, ça veut dire qu'il y aura des crises bancaires. Et donc l'idée suivant laquelle on a sous-régulé et qui est encore possible qu'il y ait une crise, oui c'est vrai, mais il faut accepter un risque de crise plus élevé qu'aujourd'hui, sinon on ne financera pas l'économie. Merci beaucoup. Je passerai la parole à Isabelle après les deux dernières interventions pour qu'elle vous apporte sa réponse sur ces points. Mais avant, on vient d'évoquer avec Patrick Artus la nécessité, dit-il, d'avoir des crises bancaires pour accepter finalement notamment la gestion des risques à long terme et notamment la gestion donc, de la transition écologique. Je me tourne vers Dominique Plion, vous êtes donc professeur à l'Université Paris 13 et membre d'Attac. Et vous, justement, vous voulez évoquer le lien entre le risque de crise financière et la question de la crise écologique qui est quand même au cœur aujourd'hui non seulement des préoccupations, mais également de l'économie contemporaine. Merci, et aussi bonjour à toutes et à tous. Oui, je vais avoir un angle d'approche un peu différent, complémentaire de mes collègues, c'est-à-dire que je vais en effet avoir pour hypothèse l'idée que les dérèglements climatiques qui sont en cours et qui vont s'accélérer probablement sont une source potentielle d'instabilité financière et pourraient conduire à une crise financière majeure dans le futur. Ça, c'est le point de départ. Et je ne suis pas seul dans ce type d'analyse. Par exemple, une première alerte avait été lancée par Mac Carney, qui est le gouverneur de la Banque d'Angleterre et le président du Conseil de stabilité financière, donc une instance internationale qui veille et qui travaille sur les questions de régulation financière internationale, avait en 2015 fait un discours qui s'intitulait, connu sous le nom de Tragédie des horizons, selon laquelle il indiquait que les acteurs financiers et les autorités publiques sous-estiment très largement les risques liés au changement climatique. Et la raison, c'est que leur horizon est trop court. L'horizon des financiers, mais aussi l'horizon des banquiers centraux, des banquiers en général, est trop court pour appréhender les risques à terme de la transition. Et du coup, ils n'intègrent pas dans leurs décisions d'investir, de prêter, etc., ces risques futurs. Ces risques climatiques, vous l'avez pour certains d'entre vous qui ont un peu travaillé sur cette question, sont de trois ordres. Je les énumère très brièvement parce qu'il est important de les avoir en tête. Il y a d'abord ce qu'on appelle les risques physiques, c'est-à-dire facile à comprendre, les inondations, les périodes de sécheresse, les tempêtes, qui impactent directement les acteurs économiques, mais également les acteurs financiers, par exemple les sociétés d'assurance, qui doivent dédommager les acteurs touchés par ces incidents climatiques. Il y a aussi ce qu'on appelle le risque de transition, c'est-à-dire les transformations qui vont se produire dans nos sociétés, dans nos économies, liées au passage à une économie moins carbonée et qui impliquent des innovations technologiques, des nouvelles formes de réglementation, de fiscalité, etc., et qui vont aussi impacter sérieusement les acteurs économiques et les acteurs financiers. Et puis, il y a ce qu'on appelle les risques de contentieux ou les risques de responsabilité, à savoir que, de plus en plus, les acteurs bancaires, les acteurs économiques, voire les États, vont se trouver dans des litiges, vont se trouver attaqués par d'autres acteurs, voire des citoyens. Regardez la pétition qui a circulé en France sur la responsabilité de l'État français face à son absence ou insuffisance d'action face au risque climatique. C'est ce qu'on appelle le risque de responsabilité qui est très important. Alors, la question, c'est comment pourrait se produire, quels sont les mécanismes de cette crise financière liée au risque climatique. Alors, un premier point, mais j'irai très vite, parce que mes collègues en ont un peu parlé, c'est qu'il est probable que l'adaptation au changement climatique implique des innovations, des changements, des investissements lourds, comme Patrick Artus l'a indiqué tout à l'heure, et estimés par exemple, la Commission européenne à 2 ou 3% du PIB chaque année. Ces investissements ne pourront pas être financés intégralement par l'État, ils devront être financés par de la dette, sur les marchés domestiques, mais aussi sur les marchés internationaux. Et donc, aujourd'hui, vous l'avez dit, on est dans une situation de surendettement,
dans le monde, eh bien, là, il y a un vrai problème s'il faut continuer de s'endetter pour financer ces transitions. Mais le point principal que je voudrais développer, c'est un concept que peut-être certaines et certains d'entre vous ont déjà rencontré, c'est ce qu'on appelle la bulle carbone. Alors, voilà l'idée. Selon les climatologues, selon les économistes, parmi les économistes, un d'entre eux qui s'appelle Nicolas Stern, qui a été d'ailleurs vice-président de la Banque mondiale, qui sont repris aujourd'hui par les organismes internationaux comme l'Agence internationale sur l'énergie, eh bien, ils disent que concluent que pour limiter à 2 degrés le réchauffement climatique, il faudrait laisser dans le sol de la planète à peu près 75% des réserves actuelles. C'est-à-dire ne pouvoir en exploiter qu'une petite partie. Or, l'utilisation de ces réserves, la raison, c'est que si on utilisait ces réserves, ça conduirait à des émissions de CO2 cumulées qui se traduiraient par un réchauffement climatique tout à fait dangereux. Et donc, on voit tout de suite la conséquence, c'est que s'il est souhaitable et nécessaire et à terme de laisser dans le sol eh bien, une partie importante des réserves, ça veut dire que nous avons un budget carbone limité, la planète, d'accord ? Et que tous les investissements qui ont été faits pour exploiter ces ressources, par exemple par les compagnies pétrolières, mais pas que, par les oléoducs, les gazoducs, etc., tout ça, c'est des investissements massifs, très coûteux, qui vont se dévaloriser considérablement si, en effet, il est décidé eh bien, de freiner l'utilisation des énergies fossiles, qui sont à l'origine des émissions de CO2. Et alors là, il y a un nom d'ailleurs qui est utilisé par les économistes et par les financiers, c'est ce qu'on appelle les actifs bloqués ou les actifs dévalorisés, les stranded assets en anglais, c'est-à-dire c'est toute cette partie d'actifs détenus par exemple par les investisseurs qui ont investi dans le secteur des énergies fossiles ou aussi des prêts des banques dans le domaine des énergies-là qui vont se dévaloriser considérablement et donc des pertes potentielles absolument considérables. Et donc l'idée, c'est que quand cette bulle se dégonflera, c'est-à-dire quand tous ces actifs perdront leur valeur, à la suite donc des politiques qui devront être menées si on décide de lutter sérieusement contre le réchauffement climatique, alors on aura une crise financière très importante, il y aura un impact majeur sur les acteurs financiers et bien sûr sur les acteurs économiques. Alors la question, c'est quand se produira cette crise, si elle se produit ? Bien sûr, il est très difficile de la prévoir, puisque ça tient à des tas de mécanismes et de comportements très variés dans la planète. En fait, on peut prendre pour comprendre, souvent quand on ne sait pas comment prévoir, on fait des scénarios. Eh bien, un des scénarios, c'est le scénario, comme disent les anglo-saxons, business as usual, ou si vous préférez, au fil de l'eau. C'est-à-dire, on continue en gros les politiques actuelles qui, en fait, malgré les tentatives pour réduire les émissions de CO2, vous avez vu que ces 2 dernières années, les émissions de CO2 ont augmenté, notamment en France. Donc, on n'est pas du tout, contrairement à ce qui était envisagé par l'accord de Paris de 2015, la COP 21, pas du tout sur une trajectoire de réduction des émissions de CO2. Ça, c'est le scénario donc business as usual et qui est très dangereux parce que ces émissions de CO2 vont se traduire par des incidents climatiques répétés et de plus en plus importants. Et puis, il y a un scénario vertueux qui est le scénario où, là, l'effort est fait, il y a des investissements, il y a des politiques qui sont menées efficaces pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Mais alors là, si l'on fait ça, on voit tout de suite les transformations profondes dans la société que cela implique, c'est-à-dire des changements de comportement pour les transports, pour le logement, pour la consommation d'énergie, etc., etc., et avec des effets tout à fait importants. J'illustre ça par l'actualité. Le mouvement des Gilets jaunes, il a démarré par quoi ? Par la décision prise par le gouvernement d'augmenter les prix du carburant, avec une des raisons invoquées par le gouvernement, c'était pour inciter les gens à moins utiliser leur voiture, à moins utiliser les transports individuels. Eh bien, on voit le résultat, crise sociale, avec une crise économique couplée, enfin en tout cas avec un impact fort sur l'activité économique, sur le commerce, etc. Voilà les risques auxquels on s'expose, justement, même si on a un scénario relativement vertueux pour tenter de lutter contre le réchauffement climatique. Alors, il y a des économistes nombreux qui travaillent sur cette question. En France, il y a un économiste que vous connaissez certainement pour beaucoup d'entre vous, qui est Michel Aglietta, qui, avec toute une équipe, a travaillé sur cette question. Et ils sont arrivés, d'ailleurs, les banquiers centraux ont repris ce concept aujourd'hui, à la conclusion que le climat et les risques climatiques que j'indiquais tout à l'heure, vont se traduire et se traduisent déjà probablement vers l'émergence d'un risque systémique potentiel, c'est-à-dire d'un risque de déstabilisation de l'ensemble du système financier. Et ça, c'est vraiment un des points tout à fait majeurs. Alors, pour terminer par une note pas trop pessimiste,
c'est qu'en fait, il y a quand même des acteurs, qu'ils soient publics ou privés, qui ont vraiment agi pour essayer de contrer cette menace de crise climatique et de ses répercussions sur l'économie et la finance. Bon, il y a les acteurs privés eux-mêmes, par exemple. Eh bien, on peut voir que si on prend les acteurs financiers, il y a déjà des investisseurs qui ont désinvesti dans les énergies fossiles, qui ont diversifié leur portefeuille. C'est ce qu'on pourrait appeler des investisseurs clairvoyants, plus clairvoyants que ceux qui continuent d'investir dans le fossile. Ce sont par exemple des fonds éthiques qui font cela. Et il y a tout un mouvement, notamment d'ailleurs en Grande-Bretagne et aux États-Unis, de désinvestissement. Mais je n'ai pas l'impression qu'il soit très important en France. Du côté des autorités, là aussi, beaucoup a été fait, depuis notamment la COP21 de 2015. Je donnerai juste un ou deux exemples. Il y a un réseau des banques centrales qui s'est constitué à l'échelle mondiale, dans lesquelles il y a les banques européennes, mais aussi, par exemple, la Banque de Chine, la Banque du Canada, etc., qui travaillent ensemble pour essayer de réfléchir à adapter la régulation des systèmes financiers, régulation qui n'aime pas du tout Patrick, eh bien, régulation qui permettrait de mieux orienter les investissements, les financements vers le vert, pour en quelque sorte verdir, décarboner, si vous préférez, les bilans des banques et des acteurs financiers. Bon, il y a une réflexion. Alors là, il y a par exemple, la France a été un peu pionnière dans ce domaine. La loi sur la transition énergétique de 2015 a prévu dans son article 173 eh bien, des stress tests climatiques que les banques doivent accepter, doivent mettre en œuvre pour essayer de vérifier qu'elles ne sont pas trop vulnérables à ces risques climatiques. Voilà. Et donc, pour terminer aussi, Marc Carnet, qui pilote le Conseil de stabilité financière, a mis en place un groupe de travail sur la question de la transparence. C'est-à-dire l'idée, c'est qu'il faut que les acteurs, les entreprises, les acteurs financiers, etc., eh bien, publient un maximum d'informations pour permettre aux investisseurs, notamment, d'évaluer mieux les risques liés au climat. Voilà, donc il y a des progrès. De mon point de vue, on avance dans la bonne direction, mais je pense que c'est très largement insuffisant. Et le montre, par exemple, le plan d'action de la Commission européenne sur la finance durable, qui est vraiment pour moi à la limite du scandale, qui a été publié l'année dernière, qui est quelque chose de tout à fait minimaliste. Par exemple, l'idée, on va faire une taxonomie des actifs pour déterminer ceux qui sont verts, ceux qui sont marrons, et ça va prendre plusieurs années. Eh bien, je pense qu'il y a urgence climatique et on serait bien inspiré en Europe et ailleurs d'aller beaucoup plus vite dans la mise en place de garde-fous contre ce risque de réchauffement climatique et ses conséquences financières qui peuvent être majeures. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette description du lien entre les deux risques écologiques et financiers. On va terminer le tour des interventions avec Olivier Garnier. Donc vous êtes directeur des études à la Banque de France. Et des relations internationales, pardon, la Banque de France. Et vous avez l'hypothèse, vous, que peut-être la prochaine crise ne sera pas forcément financière. C'est une hypothèse qu'on a déjà un tout petit peu regardée avec le risque conjoncturel, mais je crois que vous voulez un peu la développer. Merci et donc bonjour à toutes et à tous. Alors, en étant le dernier à parler là, dans cette table ronde, il y a le handicap, c'est que toutes les choses intelligentes ont déjà été dites. Et puis l'avantage, c'est de pouvoir commencer à répondre aux différents intervenants. Donc je vais peut-être un peu picorer en revenant sur les différents sujets avant peut-être de revenir au cœur du sujet sur la crise financière. D'abord, une remarque à la suite de ce que vient de dire Dominique. Dominique a cité plusieurs fois Marc Carnet, le gouverneur de la Banque d'Angleterre. Il n'y a pas que la Banque d'Angleterre qui est active sur ce sujet du risque climatique. La Banque de France a eu une initiative, a lancé un réseau de banques centrales et de régulateurs qui maintenant réunit une trentaine de banques centrales et de superviseurs. Et l'idée, c'est notamment d'aboutir à une grammaire commune, à des standards communs dans ce domaine, parce que quand il faut étudier, par exemple, le portefeuille d'une banque, d'une institution financière pour évaluer un peu le degré de carbone ou le caractère brun ou non ou vert de son portefeuille, il faut avoir une nomenclature commune. Et par ailleurs aussi, comme Dominique l'a dit, il y a aussi des stress tests climatiques qui vont être lancés. Donc ça, c'est première remarque. Deuxième remarque, je voudrais revenir sur la question alors, de ce qu'on appelle les politiques macroprudentielles là, que Jésabel a évoquées.
Bon, la première remarque, tout à fait d'accord avec Jésabel pour dire il faut toujours avoir peur d'une crise financière. En tout cas, quand on est une banque centrale, il faut avoir peur, si on le prend au sens strict, en matière de prévention, à la fois pour essayer d'éviter une telle crise financière, et puis on sait qu'il y aura toujours des crises financières, donc il faut aussi que le système financier soit suffisamment robuste lorsqu'il y aura une récession ou une crise financière. Alors, après, sur la question, Jésabel disait, mais pour le moment, c'est un peu, je caricature, c'est un peu de la gnognotte, ce qui a été fait en matière de macro-prudentiel. Alors, première remarque, c'est qu'en France, la France est effectivement en Europe, en zone euro, l'un des rares pays à avoir mis en place le coussin contracyclique. Alors, c'est pas parce qu'on est plus prudent ou plus intelligent que les autres. Il faut quand même souligner qu'aujourd'hui, en matière de cycle de crédit, il y a des situations très, très différentes au sein de la zone euro. Et je dirais que dans la plupart des pays de la zone euro, et on le voit d'ailleurs, je vais revenir là-dessus sur la question un peu du risque lié au ralentissement. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays de la zone euro, la question qui se pose, ce n'est pas est-ce qu'il y a trop de crédit, mais est-ce qu'il y a suffisamment de crédit? Si vous êtes en Italie ou même en Espagne, pour le moment, il y a encore pas si longtemps, le crédit diminuait et maintenant, il augmente à peine. Donc là, on ne peut pas parler de bulle de crédit. Dans le cas français, il y a une différence, c'est que le crédit est effectivement plus dynamique, y compris plus dynamique qu'en Allemagne. La France est le pays sans doute où la politique monétaire, d'ailleurs, c'est le mieux transmise via le canal du crédit. Et donc, c'est pour cela qu'on a mis en place ce coussin contracyclique ainsi que d'autres mesures. Je ne rentre pas sur le détail, un peu sur l'exposition des banques aux groupes les plus endettés. On a mis en place cette mesure à titre, là encore, ce n'est pas de dire aujourd'hui il y a trop de crédit, mais c'est pour être bien sûr que le système bancaire soit suffisamment résilient le jour où il y aura une récession ou une crise financière. Donc c'est une politique préventive donc qui tient compte de ce phénomène-là. On voit d'ailleurs que c'est toujours, même à expliquer ce genre de politique, est toujours assez difficile puisque ça suppose d'être en avance du cycle dans ce genre de politique. C'est-à-dire beaucoup de gens diraient mais pourquoi vous mettez en place ce coussin alors que pour le moment, il n'y a pas d'excès de crédit. Ce qui est vrai, il n'y a pas d'excès de crédit en France, mais il faut être préventif et aussi augmenter la résilience. Mais ceci dit, au niveau de la zone euro dans son ensemble, aujourd'hui, le sujet n'est pas du tout un sujet d'excès de crédit. Certains soutiendraient même l'inverse. Alors, une remarque pour terminer sur ce sujet macro-prudentiel et un sujet peut-être qu'on n'a pas vraiment évoqué, c'est qu'on a parlé des banques. Ce qui s'est quand même changé par rapport à 2008, par rapport à la précédente crise, c'est que ce qu'on appelle la finance non bancaire, ce qu'on appelle parfois le shadow banking, là, ce secteur-là, lui, a eu plutôt tendance à augmenter. Au sein de la zone euro, la finance non bancaire, qui est estimée à environ 20 000 milliards de dollars en 2008, aujourd'hui, elle est plutôt aux alentours de 35 000 milliards de dollars, donc plus de 3 fois le PIB de la zone euro. Donc ce sont des activités qui font parfois la même chose que les banques en matière d'intermédiation du crédit, en matière de transformation de maturité, en matière de transformation de liquidité, en matière de levier, mais qui n'ont pas la même réglementation. Et c'est vrai que je dirais que là, on a sans doute encore des trous dans la raquette, et on parlait du macro-prudentiel. Ce que l'on voit, par exemple, même dans le cas français, la partie, par exemple, de la dette des entreprises qui, au moins dans un premier temps, a le plus augmenté, ce n'est pas le crédit, ce n'est pas la dette empruntée par les entreprises auprès des banques, c'est la dette que les entreprises ont émise sur les marchés. Or, par rapport à cela, les outils macro-prudentiels dont on dispose aujourd'hui, ils sont plutôt tournés vers le secteur bancaire, vers le crédit bancaire. On n'a pas vraiment d'outils, en tout cas côté entreprise, du côté de la dette émise sur les marchés financiers. Donc là, il y a effectivement une réflexion encore à avoir, et je dirais que tout ce qui est macro-prudentiel n'a pas encore été vraiment testé. Alors, pour terminer maintenant, je reviens à la question initiale, et qui était notamment celle qui a été abordée par André, là, qui n'est pas sur la crainte au sens préventif, mais de se dire, là, si on se place plus en termes de prévision, et si on réfléchit au risque de prochaines crises, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se dire les risques,
si on essaye de se dire est-ce qu'il peut y avoir dans les 12-18 mois qui viennent une récession, les premiers risques auxquels on peut penser sont plutôt de nature non financière. On voit que les inquiétudes qu'il y a aujourd'hui, c'est d'abord sur le commerce international. On voit effectivement un repli du commerce international. On voit des tensions entre la Chine et les États-Unis qui pourraient aussi maintenant se déplacer aussi entre les États-Unis et l'Europe. Et là, donc, il y a un premier risque de ce côté-là. On a évoqué aussi ce qui peut se passer en Chine. Il y a des facteurs géopolitiques. Il faut bien avoir en tête que dans l'histoire des cycles, toutes les récessions n'ont pas été provoquées par des crises financières. Il y a par exemple, si vous remontez aux années 70, là c'est les chocs pétroliers. Il y a eu très souvent, c'était plutôt les récessions classiques, c'était de la surchauffe avec après les banques centrales qui étaient obligées de resserrer leur politique monétaire et qui créaient, dans ce cas-là, qui était suivi par une récession. Donc il faut bien avoir en tête que toutes les récessions ne sont pas d'origine financière, même si on sait par ailleurs que souvent les récessions qui sont associées à une crise financière sont en général plus longues et plus sévères que les autres. Mais ce ne sont pas les seuls cas. Ce que l'on sait aussi, c'est que les récessions, ce sont des événements qui se produisent à peu près au moins une fois tous les 10 ans. Donc ce n'est pas quelque chose qui est un événement complètement rare. Il faut quand même d'ailleurs quelque chose qui est peut-être moins noté, parce qu'on se dit, on aurait peut-être tendance à penser qu'il y a de plus en plus de récessions. Si vous regardez le cycle américain, quand vous prenez sur un siècle et demi, la durée moyenne des phases d'expansion, c'était plutôt de l'ordre de 3-4 ans. Là, sur les 3 ou 4 derniers cycles, on a plutôt des phases d'expansion qui sont au moins de 7-8 ans, voire là peut-être en juin, on fêtera les 10 ans aux États-Unis de ce cycle d'expansion. Alors ceci étant dit, vous savez, il y a une fameuse phrase de Janet Yellen, l'ancienne présidente de la Fed, qui a dit « les cycles ne meurent pas de vieillesse ». Donc c'est ça qui rend difficile, parce que même si j'ai dit les récessions ne sont pas des événements rares, en revanche, ce qui est très rare, c'est qu'on arrive à prévoir une récession. Il y avait d'ailleurs eu des travaux, par exemple au FMI, qui ont montré que le FMI, chaque année en octobre, fait des prévisions et donc on a des prévisions sur tous les pays, donc on peut regarder sur 20-30 ans, et ce que l'on voit, c'est qu'en gros, le FMI n'a prévu qu'une récession sur 5. Et ce n'est pas non plus les marchés financiers qui peuvent prévoir les récessions. Il y a la fameuse phrase, vous savez, de Samuelson, là, au milieu des années 60, qui avait dit « le marché action américain a prévu 9 des 5 dernières récessions ». Donc, par rapport à cela, on en revient à l'idée, on sait qu'il y aura une récession, mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle adviendra. Donc, du point de vue, après, qu'est-ce que ça veut dire la conclusion à en tirer là, du point de vue un peu du banquier central? Et là on rejoint un peu ce qu'on a dit sur le macro-prudentiel, c'est de bien veiller à ce que les banques soient bien capitalisées, de veiller à ce qu'on n'ait pas de bulles de crédit. Puis deuxièmement, il y a le rôle aussi, après, de la politique monétaire, qui est de veiller aussi dans le cadre du mandat de stabilité des prix, à éviter de se retrouver, par exemple, dans une situation qui reconduirait à des pressions déflationnistes. Mais j'insiste là-dessus, peut-être qu'il ne faut pas se focaliser uniquement sur l'aspect crise financière, qui est le plus souvent d'ailleurs un accélérateur et un amplificateur des récessions, mais aujourd'hui, il faut aussi se préoccuper de ce risque sur la conjoncture économique, même si on ne sait pas quand et comment il surviendra. Merci beaucoup pour cette réponse. Alors, avant de donner assez rapidement, parce qu'on est déjà très en retard, la parole à la salle, je voudrais redonner la parole évidemment à Jésabel, qui a été sauvagement attaquée effectivement par Patrick Artus. Alors, est-ce qu'il faut accepter les crises bancaires pour des raisons d'efficacité, et est-ce que ce que vous voulez, c'est étrangler ces malheureuses banques qui ne veulent que le bien du monde? Alors je vais répondre effectivement, à mon cher Patrick. J'attendais mieux qu'une caricature quand même pour répondre à mes arguments, parce que quoi que tu en dises, nous avons un point commun en fait dans nos réflexions. Notre point commun, c'est que chacun, nous considérons
que l'intermédiation bancaire est indispensable au bon fonctionnement de l'économie. Je suis d'accord avec ça. On a besoin des banques, on a besoin de la finance pour bien faire fonctionner l'économie. On se rejoint parfaitement sur ce point-là. Là où nous divergeons, c'est que moi je considère qu'aujourd'hui, l'intermédiation bancaire dysfonctionne. Ça fait longtemps qu'elle dysfonctionne. La crise a d'une certaine manière sanctionné ce dysfonctionnement, mais ne l'a pas corrigé. Donc ça dysfonctionne profondément. Et la fonction essentielle que tu rappelais tout à l'heure, à savoir transformer l'épargne de court terme en investissement de long terme, mais ça fait longtemps que les banques ne le font plus. Ça fait longtemps que les banques ne consacrent plus une grande part de leur activité à financer les acteurs qui sont les plus dépendants d'elles pour leur croissance, à savoir les PME. Il y a un chiffre que je reprends assez souvent, alors tu me diras sans doute que ce n'est pas le bon, mais c'est un chiffre qui avait été publié dans une note du CAE, d'accord, qui n'avait pas tellement alerté les auteurs en l'occurrence. Ce chiffre, c'est qu'au bilan des banques françaises, par exemple, la part de l'actif agrégé qui va au crédit aux PME, c'est 5%. Bon, tu vas m'expliquer que les 95% du reste, c'est des choses très très utiles au financement de l'économie. Moi, j'ai quelques doutes, d'accord ? Donc, je veux bien avoir des éléments de preuve supplémentaires, mais j'ai quelques doutes. Par ailleurs, on évoquait tout à l'heure des problèmes de rente et de concentration. Mais le secteur bancaire, c'est le secteur dans lequel on a le plus de problèmes de rente et de concentration. D'accord ? Est-ce que ça permet à ce secteur de fonctionner mieux ? Est-ce que ça lui permet de remplir mieux ses fonctions vis-à-vis de l'économie réelle? Est-ce que ça lui permet d'être au service de l'économie réelle, ce qu'il devrait être et ce qu'il n'est pas? Bien ça, je ne le crois pas. Il y a un réel problème en la matière. Ça ne soucie pas tellement, d'ailleurs, ça soucie ni beaucoup les académiques, un tout petit peu. On regarde un peu la concentration du secteur bancaire, son incidence sur la stabilité financière, sur le bien-être des consommateurs de services bancaires et financiers, mais assez peu. Et puis ce qui ne nous soucie pas trop, pas assez, c'est le fait que cette concentration, on la mesure très mal. D'accord ? On la mesure très mal. Je pourrais y revenir sur cet aspect-là. Je ne veux pas rentrer trop dans la technique, mais ça nécessite vraiment qu'on y revienne. Je ne suis pas sûre non plus, très sincèrement, que l'hypertrophie du secteur bancaire et financier, qui n'a pas été suffisamment corrigée par cette crise, lui permette de mieux remplir ses fonctions vis-à-vis de l'économie réelle. Est-ce qu'on a besoin, et ça a baissé pourtant depuis la crise, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de 500 000 milliards d'opérations sur produits dérivés chaque année? Est-ce qu'on a besoin d'1 200 000 milliards de transactions de change chaque année? Bon, quelle est la contrepartie de tout ça, si ce n'est une contrepartie, au fond, qui est dans le secteur financier lui-même? Donc ça veut dire que cette sphère, quelque part, aujourd'hui, elle est devenue autonome, elle tourne beaucoup sur elle-même et elle n'est plus suffisamment connectée à la sphère réelle. Quant à la réglementation bancaire qui aurait étouffé, étranglé le secteur bancaire et financier, bon, ça, c'est du blabla banque, c'est de la rhétorique du secteur bancaire, parce que ce renforcement, eh bien, ce renforcement, il n'a pas été nul, c'est sûr, mais il s'est quand même pas mal opéré en trompe-l'œil. Et pourquoi est-ce que systématiquement s'opère-t-il en trompe-l'œil? Parce que les représentants du secteur bancaire, le lobby bancaire, organisent par ses interventions, par ses pressions, l'inanité de la réglementation qu'ensuite il dénonce. Et enfin, dernier argument, et je terminerai là-dessus, et c'était l'élément de la question que me posait Romaric, est-ce qu'il faut accepter un risque plus élevé de crise financière pour que l'intermédiation bancaire et financière fasse son travail et pour qu'il y ait plus de croissance? Je crois que ça, c'est une idée dépassée et c'est une idée qui est largement contredite par une grande partie de la littérature empirique développée depuis quelques années dans les grandes institutions financières internationales et notamment au FMI, qui nous montre que au-delà d'un certain niveau de développement financier, eh bien, la finance ne profite plus à la croissance. La finance est porteuse d'instabilité et par conséquent, elle est porteuse aussi d'instabilité macroéconomique dans les économies avancées. Alors peut-être que la problématique est différente encore dans certains pays émergents, mais dans les économies avancées, nous avons largement dépassé ce seuil en deçà duquel le développement financier est bon pour la croissance. Donc nous sommes dans une phase où il nous faut définanciariser nos économies, où il nous faut effectivement mieux encadrer le fonctionnement du secteur bancaire et financier et le rebrancher sur l'économie réelle. Merci. Peut-être une réflexion de Dominique Pillon.
Patrick, je peux me permettre de t'interpeller quand même sur une chose que tu as dite qui me paraît très imprudente. Prenons le risque de crise bancaire. On avait fait un travail, c'était à l'occasion d'ailleurs d'un rapport du Conseil d'analyse économique sur les crises financières. On avait étudié sur un siècle les différentes crises financières et bancaires. Et la conclusion à laquelle nous étions parvenus, c'est quand il y a une crise financière non bancaire, c'est-à-dire boursière par exemple, la crise en général n'est pas très grave sur le plan de l'impact sur l'activité, sur l'emploi, etc. Mais dès lors que la crise implique des banques qui s'effondrent, qui font faillite, etc., alors là, ça devient très grave. Et je prends juste 3 exemples. Les crises boursières de 1987-2001 sont des crises boursières, financières essentiellement, pas de problème, ça a été avalé très vite. En revanche, la crise de 2008 est en grande partie une crise bancaire. Donc attention de dire que c'est pas grave, prenons le risque d'avoir des crises bancaires, je pense que c'est un peu imprudent. Je peux peut-être prendre 20 secondes. Évidemment. Et on va arrêter parce que après, c'est une... Après, on a commencé il y a 6 siècles, hein, donc voilà. ça peut durer. Bon, je pense qu'il faut d'abord pas mélanger tous les systèmes bancaires. Je parlais du système bancaire de la zone euro. Le système bancaire de la zone euro, aujourd'hui, une rentabilité de ses fonds propres de 4%. C'est-à-dire qu'il n'est même plus attrayant pour les investisseurs. Il y a un papier très intéressant de Larry Summers, hein, qu'on ne peut pas critiquer de dérive droitière, qui vient d'expliquer que le mélange de régulation des banques et de taux d'intérêt extrêmement bas avait à ce point affaibli le secteur bancaire européen que cette politique était aujourd'hui une politique monétaire restrictive. Hein, et qu'il faudrait regonfler la profitabilité des banques et faire remonter leur niveau de fonds propres si on voulait retrouver une croissance plus forte en Europe, et qu'une des causes centrales de la croissance faible en Europe par rapport aux États-Unis, c'était l'affaiblissement excessif du secteur bancaire, et avec cette rentabilité extraordinairement faible, les banques françaises étant mieux d'ailleurs que les banques d'autres pays, bien sûr, comme on a dit avant. Donc moi je crois qu'il y a un vrai sujet qu'on ne peut pas éluder, qui est l'affaiblissement du secteur bancaire en termes de rentabilité, qui lui réduit sa possibilité à prendre du risque, qui réduit sa possibilité à financer à long terme l'économie. Et je maintiens mon point, aujourd'hui le secteur bancaire est insuffisamment capable de financer des projets d'investissement long en Europe parce qu'on a trop dégradé sa profitabilité. Je n'ai jamais dit qu'il fallait faire les banques faillites, je crois qu'Olivier a très bien dit ce qu'il fallait dire. Il faut accepter l'idée qu'il y a périodiquement des crises des banques. Les crises des banques, il faut vérifier qu'elles sont dues à quelque chose de légitime. Dans la crise de 2008, ce qui est totalement illégitime, c'est que la crise des banques, c'est une crise qui est liée à tout l'enchaînement qu'on connaît, hein, de crédits immobiliers à des gens qui avaient des revenus faibles, titrisés en faisant semblant que c'était des crédits de bonne qualité, et dont une partie reste dans les bilans de banque. Donc évidemment, ce genre de choses, il faut l'empêcher. Mais on n'empêchera jamais qu'il y ait des cycles économiques, je crois André, Olivier l'ont dit, et que ces cycles économiques fassent monter très fortement les défauts des emprunteurs, et que cette hausse des défauts des emprunteurs crée des problèmes aux banques. Et il faut l'accepter, que les banques puissent avoir périodiquement des problèmes. Alors il faut qu'elles soient suffisamment robustes pour ne pas faire faillite, parce que là on rendrait des trucs beaucoup, beaucoup trop dangereux, mais il faut accepter qu'il y ait des crises bancaires, parce que sinon on ne finance plus l'économie. Et donc voilà, je crois qu'il faut, c'est à peu près ça que je voulais mettre sur la table. Et quand on pointe sur le non-financement de l'économie par les banques, regarde l'évolution de la structure du revenu des banques françaises, par exemple, hein, pour prendre, de très loin, le revenu des banques françaises, c'est de l'intermédiation, c'est du crédit. Hein, c'est plus de 60% des résultats des banques. Le boulot des banques françaises, c'est de faire du crédit. Et passer l'idée que c'est quelque chose d'autre, c'est complètement faux. Hein, les banques françaises ont les résultats de marché, c'est devenu extraordinairement petit. Ce qui grossit aussi beaucoup, c'est les services financiers. Les banques font de plus en plus d'assurance, de gestion d'actifs, etc. Mais de loin, la position, le revenu des banques vient du crédit. Hein. Et d'ailleurs, une des causes de l'affaiblissement des banques, c'est qu'aujourd'hui, les courbes des taux étant très très plates, hein, le rendement des activités de crédit est devenu faible. Donc voilà ce que je voulais dire, et je ne crois pas que ce soit caricatural. Merci. Bon. On pourrait avoir une réponse de Isabelle, mais je vais décider d'arrêter là. On pourra continuer la discussion, par exemple, dans des organes de presse spécialisés ou non, d'ailleurs. Peut-être on va prendre quelques questions de la salle. On est un peu débordé, mais on a le temps de le faire. Voilà. Bonjour. J'aurais d'abord une question à Monsieur Garnier, parce que vous avez dit... il y aura toujours des crises financières.
Mais pourtant, il n'y avait pas de crise financière entre 1945 et les années 80. Donc on a eu des périodes sans crise financière. Et puis la crise des subprimes, c'est une crise de la fraude financière. Les fraudes, on pourrait les éviter. Le scandale Dexia, c'est des fraudes financières. Et je crois que la crise de 88 aux États-Unis, c'est aussi de la fraude financière. Donc je ne comprends pas pourquoi on dit qu'il y aura toujours des crises financières quand celles-ci sont issues quand même beaucoup de la fraude, de mauvaises pratiques, à la limite de la légalité. Donc la crise financière de 2008, peut-être qu'on aurait pu l'éviter s'il n'y avait pas eu la fraude financière aux États-Unis. Et donc ça, je ne comprends pas pourquoi il y aura toujours des crises financières. Et ma deuxième question, c'est est-ce qu'à votre avis, il y a des liens entre crise financière et crise politique? C'est-à-dire crise politique, dans le sens où s'il y a une prochaine crise financière, est-ce que ça ne va pas générer du désordre politique, des mouvements sociaux, dans le sens où ça pourrait mettre en péril les démocraties occidentales qui sont déjà bien perturbées? Voilà, donc moi je m'intéresse aux dangers politiques des crises financières. Je vous laisse répondre. Alors sur la première, si je comprends bien, votre première question, c'est est-ce qu'on pourrait ne pas avoir de crise financière? Alors c'est vrai qu'il y a des périodes où il y en a eu moins que d'autres, mais il y a toujours eu, sous une forme ou sur une autre, des crises. Il y en a eu beaucoup avant la deuxième guerre mondiale. Il y a le phénomène, tout à l'heure Patrick est revenu un peu à la réalité de base de la finance, qui est qu'il faut transformer finalement des dépôts liquides et sans risque en des investissements qui sont plus risqués et moins liquides. Et dans ce cadre-là, ce qui est à la base d'une crise financière, c'est tout d'un coup il y a un doute chez les déposants sur est-ce que finalement l'argent qui est la contrepartie de leur dépôt va être à un moment ou à un autre remboursé. Et s'ils ont un doute, il y a ce qu'on appelle une fuite ou un run. Alors après, il y a des versions. Ça, c'est la crise bancaire traditionnelle. Il y a la version plus moderne qui peut se passer, y compris dans des fonds. Ce phénomène-là, on l'aura toujours plus ou moins. On peut essayer de le limiter. Et même dans les crises, vous dites la crise de 2008, la crise de 2008 a beaucoup des ingrédients d'une crise traditionnelle. Là, il y a eu effectivement des phénomènes de fraude, mais ça, c'est qu'une partie de la crise, et c'est peut-être pas le phénomène majeur. Il y a eu au départ de la crise une mauvaise origination de prêts immobiliers. Il y a eu des prêts qui n'auraient pas dû être faits. C'est le phénomène un peu classique, souvent d'ailleurs, quand on sort d'une longue période d'expansion où il y a un excès d'optimisme. Et à ce moment-là, on fait toujours plus de prêts. Et là, c'était des prêts, vous voyez, dans le domaine immobilier. La plupart des crises financières, d'ailleurs, et celles qui ont, tout à l'heure, je ne l'ai pas mentionné, en général, ce qu'on observe, c'est que les récessions les plus sévères sont souvent associées à des crises immobilières. Donc, c'est le plus souvent associé à des bulles immobilières, à un excès de crédit dans l'immobilier. Alors après, selon le degré de sophistication du système financier, ça prend une forme différente. Donc, c'est en ce sens... ce n'est pas pour dire qu'il ne faut pas essayer de prévenir et de limiter les crises financières, mais en ce sens, justement, c'est pour ça qu'il faut d'autant plus être vigilant et veiller à ce que le système financier soit bien résilient, soit bien capitalisé en cas de crise, parce que de dire, ça serait se voiler la face, de dire il n'y aura plus jamais de crise financière. Après, sur votre deuxième point, là, je serai beaucoup plus bref. Je dirais que crise financière ou crise économique ou non, quelle que soit la cause, une crise a des conséquences politiques. Après, je n'en dirai pas plus. Juste pour compléter, la différence quand même entre la crise de 2008 et les crises qu'il y a pu avoir, y compris durant l'après-guerre des crises bancaires, c'est son caractère systémique tout de même. On a là quelque chose qui est... Il y a eu beaucoup d'autres crises financières de nature... Entre l'après-guerre et... Non, mais celle-là a été d'une dimension... Fort heureusement, ce type de crise, on n'en a qu'une ou deux par siècle. Donc, ça, fort heureusement, mais on en avait déjà connu dans les années 30. Donc, il faut espérer
quand je disais crise financière, ce n'est pas pour dire qu'on aura à nouveau... on a quand même un changement de nature de l'économie depuis une trentaine d'années, qui est une financiarisation de l'économie qui est importante quand même par rapport à ce qui se passait dans l'immédiat après-guerre, des années 40 aux années 70. On a quand même un poids de la finance qui est plus important dans l'économie. Donc le risque d'une crise systémique est quand même... Oui, mais qui est lié aussi au développement. Effectivement, à mesure du développement économique, il y a, en Chine, effectivement, il y a 50 ans, il ne pouvait pas y avoir de crise financière. Aujourd'hui, peut-être que la prochaine crise financière sera en Chine. Donc, effectivement, s'il n'y a pas de finances, mais à ce moment-là, il y a d'autres inconvénients, là, il n'y aura pas de crise financière. D'accord. Isabelle, peut-être? Oui. Juste pour rebondir un peu sur votre question, je crois que vous avez raison de vous interroger. Il ne faut pas être fataliste face aux crises financières. Je pense que c'est assez dangereux de se dire, au fond, le système financier est intrinsèquement instable. Bah, laissons faire. Les crises, elles arrivent comme ça. Les crises financières arrivent tous les 15, 20 ans. Et puis, c'est bien normal. Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit, hein, Isabelle. Justement, là, c'est plutôt une attitude de précaution, de dire comme on sait qu'il y aura des nouvelles crises financières, il faut prendre ces données en place. Après, il faut tout faire pour en réduire à la fois l'occurrence et la sévérité si elles arrivent. J'ai bien entendu ton point au début de la présentation, mais quand Patrick nous dit il faut accepter les crises financières, c'est comme ça, c'est le cycle. Alors là, on n'est pas dans le cycle des affaires, on est dans le cycle financier. C'est le cycle financier, on peut le laisser se dérouler. Non, justement, il faut le tempérer. Il faut le réguler. Et c'est pour ça que la politique macro-prudentielle doit être développée bien davantage pour avoir cette action à rebours du cycle financier, cette action contracyclique. Donc, pas de fatalisme face aux crises financières. Je pense qu'on peut à la fois, si vous voulez, concilier l'idée que le système financier est intrinsèquement instable avec l'idée qu'on peut faire quelque chose, on peut stabiliser cette instabilité. Finalement, ça, c'est le résumé de la pensée d'Iman Minsky. D'accord ? Donc, voilà. Merci. Bon, peut-être une dernière question. Oui, je voudrais revenir donc sur la thématique qui est « Faut-il craindre le retour d'une crise financière ?» La question est la suivante. Je crois qu'elle a été abordée par M. Olivier Garnier quand il a parlé des shadow banking. Parce que bon, on s'est focalisé essentiellement sur l'analyse du système bancaire international et l'impact éventuel sur une crise à venir. Alors moi, la question que je pose est la suivante. Devant l'évolution du shadow banking, est-ce qu'il ne faut pas envisager des règles prudentielles au même titre que ce qui a été fait par rapport au système bancaire international via BAL 3, même si BAL 3 a été une petite goutte dans l'océan, quoi. Voilà, merci. Alors, il faut effectivement mettre en place un certain nombre de mécanismes de réglementation et de supervision. Ils ne pourront pas être de même nature, comme par définition, cette finance non bancaire, elle n'est pas de même nature que les banques. Donc, ce n'est pas les mêmes types de règles qui doivent être mises en place. Donc, il y a des choses, par exemple, pour les fonds d'investissement. Là, la problématique, c'est de savoir comment éviter, par exemple, qu'au moment d'une crise, tout le monde veuille sortir au même moment. Et donc, est-ce qu'il faut mettre des systèmes pour réguler les sorties? Et de l'autre, comment éviter aussi qu'il y ait un déséquilibre entre l'actif de ce fonds et puis le fait qu'à tout moment, les détenteurs du fonds peuvent sortir, puisque c'est souvent, là c'est le même mécanisme un peu que je l'évoquais tout à l'heure dans les crises bancaires, c'est toujours ce phénomène-là, quand il y a une inquiétude sur la qualité de l'actif, tout le monde veut vendre au même moment, et après il y a ces ventes créent des effets de contagion. Donc il y a des réflexions en cours pour voir comment introduire ça. Il y a deuxième élément, c'est bien sûr, parce que souvent il y a des interconnexions entre cette finance non bancaire et cette finance bancaire. Donc c'est bien sûr en réglementant les banques, on arrive aussi indirectement à toucher le secteur non bancaire. Mais comme je le disais, c'est vrai que pour le moment, il y a encore des trous dans cette raquette concernant le secteur non bancaire. Oui, bien sûr. Peut-être en complément à ce que dit Olivier, dans son sens, on n'a pas beaucoup parlé du risque de liquidité. Hein. Et c'est quelque chose qui est... les crises graves financières sont des crises de liquidité, en fait. Ce n'est pas tellement des crises de solvabilité. C'est qu'une crise de liquidité quand vous avez un intermédiaire financier qui a financé
à long terme un actif, un investissement quelconque, avec une ressource à court terme et qui ne peut pas renouveler cette ressource à court terme. Et c'est ce qui s'est passé dans la crise des subprimes. Les véhicules de titrisation étaient financés à court terme, un truc qui s'appelait les ABCP, qui était de la dette à 3 mois, et ils finançaient des crédits immobiliers à 20 ans. Quand ils n'ont pas pu rouler leur dette à 3 mois, les banques ont dû remettre sur leur bilan les crédits immobiliers, évidemment avec une décote considérable, ce qui a déclenché la crise bancaire. Donc il me semble que ce que vient de dire Olivier est tout à fait important. Le plus important à surveiller, c'est le risque de liquidité. Et il y a des endroits où il n'est pas tellement évident à regarder. Par exemple, qu'est-ce qui se passe dans des fonds d'investissement qui achètent des obligations, ce qu'on appelle high yield, d'obligations d'entreprises assez dangereuses. C'est très difficile de vendre ces obligations. Est-ce que ces fonds n'ont pas promis à leurs clients de pouvoir retirer l'argent, alors qu'en réalité, ils ne pourraient pas vendre leurs actifs? Voilà, donc je crois que c'est tout un pan. Dans le shadow banking, on mélange tout, parce qu'il y a aussi l'assurance vie, il y a les SICAF de grand-papa, enfin il y a quand même toutes sortes de choses. Mais il me semble que le point central à regarder dans le shadow banking, c'est le bout où peut y avoir un moment où la liquidité s'arrête. Et quand vous parlez à la Réserve fédérale, c'est quand même ça leur souci essentiel, quoi. C'est d'éviter qu'il y ait un problème de liquidité sur un type d'investisseur ou d'intermédiaire financier un peu important. Ok, oui, juste un mot, mais c'était juste pour dire que le shadow banking, ce n'est pas un problème en soi. Le problème en soi, c'est plutôt les liens entre banques et shadow bank. Et c'est sur ces liens qu'il faut travailler. Ce sont ces liens qu'il faut défaire, parce que ce sont ces liens qui, finalement, rendent les banques preneuses de risques au mauvais endroit, lorsqu'elles sont très liées à des shadow banks, et qui rendent les shadow banks plus irresponsables, finalement. L'exemple le plus typique, c'est le lien qu'il pouvait y avoir entre les véhicules de titrisation et puis les banques au moment de la crise des subprimes. Sinon, autre exemple important, quand les banques délèguent à des hedge funds une partie de la gestion de leurs actifs. Bon, ça, ce sont des liens qu'il faut défaire. C'est interdit dans le cadre de Dodd-Frank, mais c'est pas encore complètement circonscrit ailleurs. Ce sont ces liens-là auxquels il faut être très très attentif. Merci. Alors une dernière question, parce qu'il y a un monsieur qui insiste beaucoup au fond, donc on va prendre sa question et ensuite on finira. En fait, les crises financières, vous venez d'en parler, elles sont liées essentiellement à des marchés financiers qui sont spéculatifs. Le marché immobilier qui peut être spéculatif également, et sur lesquels il y a des bulles qui se produisent. Mais les besoins humains, eux, sont relativement constants. Donc c'est complètement déconnecté de la réalité humaine et de nos besoins. Et donc il n'y a aucune raison fondamentale pour qu'on ne soit pas capable de concevoir un système de financement des entreprises et des États qui correspondent à l'évolution de nos besoins. Pour vous donner une petite piste, imaginons que l'État, au lieu d'être financé par le marché obligataire, soit financé par de la création monétaire et qu'il ait la capacité de détruire de la monnaie au cas où il y a un risque d'inflation. Eh bien, il serait en capacité de racheter la dette qui est actuellement, et donc les générations là, toutes jeunes qui sont parties malheureusement trop tôt, je voulais leur annoncer cette bonne nouvelle, si on conçoit un autre système, elles n'auront plus la dette à payer. Il n'y a aucune raison qu'elles l'aient. Ce n'est pas de leur responsabilité. Donc on peut imaginer un système où effectivement, elle n'ait pas cette dette sur le dos. On en est tout à fait capable. Et puis pour ce qui est du financement de la transition, Pierre Larouturou a conçu un pacte finance-climat qui est soutenu par énormément de gens. Il y avait notamment Alain Juppé, Laurent Fabius et j'en passe, qui considèrent aujourd'hui que oui, bien sûr, pour financer la transition, il faut créer de la monnaie, il faut que la Banque centrale, au travers de la BEI, etc., puisse créer de la monnaie, et on n'aura aucune difficulté à ce moment-là à financer la transition, et il n'y aura pas de problème de dette surtout. Pas de problème de dette. Donc vraiment, il y a des solutions, mais il faut vraiment imaginer un système complètement différent de ce qu'on a actuellement. Merci beaucoup pour votre réflexion et remarque. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut réagir. Bon, très bien. Eh bien, moi, écoutez, je vais aller vivre dans ce système-là, mais il faut l'inventer. Allez-y. Ouais, mais faites attention quand même, parce que